Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va voir la dernière partie de la reproduction sexuée chez les plantes à fleurs qui sera intitulée cycle de développement ainsi que le cycle chromosomique chez les angiospermes. Premièrement, on va voir le cycle de développement chez les plantes d'angiospermes et au cours de cette partie, on va essayer de décrire puis définir le cycle de développement d'une plante d'angiosperme. Ensuite, on va passer à déterminer les individus ou bien les générations qui le caractérisent pour qu'enfin dégager les deux principaux phénomènes biologiques du cycle de développement chez les angiospermes. Il s'agit là d'un cycle de développement chez une plante d'angiosperme. Donc après la double fécondation qui va se réaliser au niveau du sac embryonnaire, on va obtenir deux zygotes. Un zygote principal à 2 N chromosomes et un autre accessoire à 3 N chromosomes. Ces deux zygotes vont se transformer successivement en embryons et en albumènes par le biais de plusieurs mitoses. On obtiendra donc une graine. Si on lui donne les conditions favorables, cette graine va germer pour nous donner une toute petite plantule qui, par croissance et développement, nous donne une plante portant des fleurs. Ces fleurs peuvent être unisexuées ou bien bisexuées. Le cas qu'on a ici est une fleur bisexuée, c'est-à-dire portant à la fois les organes de reproduction mâle qui sont les étamines et l'organe de reproduction femelle qui est le pistil. Donc là, on voit une étamine. Elle est constituée d'un filet et de l'antère, à l'intérieur de laquelle on trouve des sacs polliniques, au niveau desquels chacune des cellules mères va subir une méiose pour nous donner 4 microspores haploïdes, c'est-à-dire chacune à N chromosomes. Chacune de ces microspores à N chromosomes va subir ensuite une mitose plus différenciation et nous donne un grain de pollen qui sera constitué de deux cellules de tailles différentes, une cellule reproductrice et une cellule végétative. Chacune d'elles est à N chromosomes. Passons maintenant à voir l'organe de reproduction femelle qui est le pistil. Il est constitué du stigmate, du style et de l'ovaire. À l'intérieur de l'ovaire, on trouve des ovules dont le nombre dépend de chaque espèce. Au niveau de chaque ovule, une cellule mère d'unicelle va se différencier des autres et va subir ensuite une méiose pour nous donner 4 macrospores. 3 vont dégénérer, mais la macrospore survivante va subir dans ce cas-là 3 mitoses successives plus différenciation et nous donne un sac embryonnaire avec 8 noyaux qui seront répartis en 7 cellules. Une fois les grains de pollen sont matures, ils seront transportés jusqu'à se déposer sur le stigmate du pistil et s'ils trouveront les conditions favorables, ils vont germer avec émission d'un tube pollinique pour chacun. Ce tube pollinique va se prolonger le long du style et au cours de ce prolongement, la cellule reproductrice va subir une mitose pour nous donner 2 entérozoïdes qui sont l'équivalent des 2 gamètes mâles. Ils sont à N chromosomes chacun. Donc une fois le tube pollinique atteint le sac embryonnaire, les 2 entérozoïdes seront libérés à l'intérieur. Le premier entérozoïde va fusionner avec l'oosphère pour nous donner le zygote principal à 2 N et le deuxième entérozoïde va fusionner avec les 2 noyaux du sac embryonnaire pour nous donner le zygote accessoire à 3 N. Et notre cycle va recommencer. Donc si on veut définir le cycle de développement à partir de cette description, on peut dire que le cycle de développement correspond à la période de déroulement de la vie complète d'une plante par la reproduction. Je répète, le cycle de développement correspond à la période de déroulement de la vie complète d'une plante par la reproduction. Passons maintenant à déterminer les individus ou bien les générations qui caractérisent ce cycle. Donc si on commence par la plante elle-même, elle est dite diploïde, c'est-à-dire elle est à 2 N chromosomes. Pourquoi? Parce qu'elle provient du développement du zygote principal à 2 N. Donc au niveau de cette plante-là, que ce soit au niveau des organes de reproduction mâle ou bien femelle, on avait vu que une cellule mère après la méiose, elle nous donne ici des microspores à N chromosomes et là elle nous donne des macrospores à N chromosomes, c'est-à-dire elle est capable de produire des spores. Donc étant donné qu'elle est capable de produire des spores, elle sera qualifiée de sporophyte qui est à 2 N chromosomes. Donc cherchons maintenant s'il existe une autre génération. Donc si nous prenons le grain de pollen ainsi que le sac embryonnaire, à un certain moment de ce cycle, ils vont nous donner des gamètes. Donc le grain de pollen, il a donné 2 entérozoïdes et le sac embryonnaire, il a donné l'oosphère qui est le gamète femelle. Donc, puisque ces deux structures sont capables de donner des gamètes, automatiquement ils seront qualifiés de gamétophytes.
Alors on aura un gamétophyte mâle qui est le grain de pollen et un gamétophyte femelle qui est le sac embryonnaire. Donc le cycle de développement chez les angiospermes est caractérisé par une alternance de deux générations. Une génération diploïde à deux N chromosomes qui est capable de produire des spores, que ce soit des microspores ou bien des macrospores, et une deuxième génération des gamétophytes qui est haploïde, capable de produire des gamètes, que ce soit des gamètes mâles ou bien gamètes femelles. C'est le grain de pollen donc sera qualifié de gamétophyte mâle et le sac embryonnaire sera qualifié de gamétophyte femelle. Passons maintenant à la dernière partie. On va essayer de dégager les principaux phénomènes biologiques qui caractérisent ce cycle de développement. Donc, commençons par la méiose. Donc, la méiose est un phénomène biologique qui permet donc de passer de 2 N à N chromosomes, c'est-à-dire à partir d'une cellule à 2 N chromosomes, on a obtenu 4 microspores à N chromosomes chacune. C'est-à-dire, la méiose, elle permet le passage de la phase diploïde à la phase haploïde, ou bien, autrement dit, on peut dire que la méiose, elle permet le passage de la diploïdie à l'haploïdie. Passons maintenant à chercher le deuxième phénomène qui est la fécondation. Comme vous savez, la fécondation, c'est l'union ou bien la fusion de deux gamètes mâles et femelles qui sont à N chromosomes chacun. Et après leur fusion, on obtient le zygote qui est à 2N chromosomes. Dans ce cas-là, c'est le zygote principal. Donc, la fécondation, c'est un phénomène biologique qui est inverse de la méiose. Il permet donc de restaurer la phase diploïde. Donc, je récapitule. Le cycle de développement chez les angiospermes correspond à la période de déroulement de la vie complète d'une plante par la reproduction. Deuxièmement, ce cycle est caractérisé par une alternance de deux générations, la génération diploïde qui est la génération de sporophytes et la génération haploïde qui est la génération des gamétophytes. Et à la fin, on a caractérisé ce cycle par deux phénomènes biologiques. Principalement, on a le phénomène biologique qui est la méiose qui permet le passage de la phase diploïde à la phase haploïde. Et deuxièmement, on a la fécondation qui permet donc de restaurer cette phase diploïde. Donc maintenant, on va passer à voir le cycle chromosomique et comment on peut le schématiser. Alors là, on va voir le cycle chromosomique chez les angiospermes et comment peut-on le schématiser. Mais avant de le faire, on doit d'abord le définir. Donc, le cycle chromosomique d'une plante, en général, ça représente un schéma simplifié du cycle de développement, tout en utilisant bien sûr la garniture chromosomique, c'est-à-dire il est obligatoire de mentionner si la structure ou bien la cellule elle est à N ou bien à 2N chromosomes. Et bien sûr en utilisant aussi des symboles appropriés qui seront représentés sur le document ci-dessous. Donc la phase haploïde, elle sera représentée par un seul trait. La phase diploïde est représentée par deux traits parallèles. Par contre, la fécondation qui restaure la diploïdie à travers l'union des gamètes haploïdes, elle sera représentée par deux flèches qui convergent. Et enfin, l'œuf, les gamètes, le mâle et la femelle, ils seront représentés par des symboles en face de vous. Donc, une fois ces symboles sont bien maîtrisés, on va passer à schématiser le cycle chromosomique chez une plante d'angiosperme. Après, on va dégager les caractéristiques de ce cycle pour qu'enfin déterminer son type. Alors maintenant, on va schématiser le cycle chromosomique d'une plante d'angiosperme à partir de son cycle de développement. Et pour mieux le réussir, on commence par l'œuf principal ou bien le zygote principal qui est à 2N chromosomes. Donc pour le représenter dans ce cycle, on va utiliser le symbole que vous voyez en face de vous et on écrit le zygote à 2N. Donc bien sûr, ce zygote, il va subir plusieurs mitoses pour nous donner à la fin la plante d'angiosperme. Sauf qu'on ne va pas la représenter dans ce cycle, mais on va représenter la génération de sporophytes à 2N. Donc, depuis le zygote à 2N jusqu'à avoir le sporophyte à 2N, on a utilisé deux traits parallèles parce que toute cette partie-là, elle est diploïde. Elle sera caractérisée par 2N chromosomes. La même chose, avant qu'il y ait la méiose, on a toujours la partie ou bien la phase diploïde, donc on va utiliser deux traits parallèles. Mais après la méiose qui va se réaliser bien sûr au niveau des organes de reproduction mâle et femelle, on va obtenir des spores haploïdes. Et chacune de ces spores va nous donner soit un gamétophyte mâle à N chromosomes, soit un gamétophyte femelle à N chromosomes aussi. Et chacun de ces deux gamétophytes, il sera à l'origine d'un gamète mâle à N chromosomes,
puis d'un gamète femelle à N chromosomes. Et après leur fusion, ou bien après la fécondation, on va avoir à nouveau un zygote à 2N et notre cycle va recommencer. Mais revenons maintenant de cette partie-là, c'est-à-dire entre la méiose jusqu'à avoir la fécondation, on a utilisé un seul trait. Pourquoi? Parce que toutes les structures là, ou bien les cellules, ils sont à N chromosomes, c'est-à-dire cette partie-là, elle est haploïde. Elle est caractérisée par N chromosomes. Donc là, on va passer à voir les phases qui caractérisent ce cycle ainsi que les générations. Donc premièrement, si nous commençons depuis le zygote jusqu'à avoir le sporophyte, toute cette partie-là, elle est caractérisée par 2N chromosomes. Donc automatiquement, c'est une phase qui est diploïde. Passons à depuis la méiose jusqu'à la fécondation. Alors là, on voit bien qu'on a des structures ou bien des cellules qui sont à N chromosomes, c'est-à-dire c'est une phase qui est haploïde. Donc, le cycle chromosomique il sera caractérisé par une alternance de deux phases, une phase diploïde qui a 2N chromosomes et une phase haploïde à N chromosomes. Et bien sûr, chacune de ces deux phases, elle sera caractérisée ou bien représentée par une génération. Donc la phase diploïde, elle sera représentée par la génération des sporophytes à 2N et la phase haploïde, elle sera représentée par les gamétophytes. Donc pour le cas des angiospermes, le gamétophyte mâle, c'est le grain de pollen, gamétophyte femelle, c'est le sac embryonnaire. Donc, passons maintenant à la dernière partie, c'est-à-dire on va essayer de caractériser ce cycle. Donc, puisqu'il présente deux générations automatiquement, il va être qualifié de cycle digénétique, c'est-à-dire deux générations. Et étant donné qu'on a deux phases, une phase diploïde et une phase haploïde, alors là, on va ajouter haplodiplophasique. Et par la suite, notre cycle va devenir un cycle digénétique haplodiplophasique ou bien un cycle digénétique diplo-haplophasique. Merci de votre attention.